Bienvenue à ce 9e épisode de J'ai rendez-vous avec Bernard Marie, fondateur de l'Institut IGI, un institut de recherche par des praticiens, centres de formation et développeurs de l'outil holacratie dans le monde. Le thème d'aujourd'hui fait suite à la sortie de la Constitution 5.0, sortie dans un premier temps en anglais en juin dernier, et puis traduit par tes soins, Bernard Marie, en juillet de cette année. Voilà, nouvelle version qui amène beaucoup de nouveautés, dont tu as commencé à nous parler dans une vidéo YouTube et que tu vas maintenant développer. Alors, un mot pour commencer, Bernard Marie ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi d'avoir cette demi-heure qui je sens déjà va être trop courte pour parler d'un sujet passionnant et profond. Alors, sans plus tarder, on va rentrer tout de suite avec la première question. Holacratie est souvent vue comme étant non humaine. Et en quoi cette nouvelle constitution change cela ? La Constitution en tant que telle, elle change pas ça parce que la Constitution n'est pas à propos d'humain, la Constitution est à propos d'organisation. Et en même temps, on a observé dans les implémentations qu'on a pu faire ces dernières années que pour beaucoup, la Constitution, c'était l'outil miracle qui répondait à tout. Et on avait beau leur expliquer que ça ne couvrait pas les besoins sociaux, ça ne couvrait pas les fonctions RH, et pour de bonnes causes, parce qu'en fait, comme vous le savez, la Constitution en réalité est une méta-constitution. C'est pas une constitution applicable en l'état pour chacune des entreprises. Il y a besoin de paramétrer cette Constitution à travers ce qu'on appelle l'encodage et la structure de rôle et de cercle et de politique pour rendre explicite, faire émerger les processus RH et la façon dont sont couverts les besoins sociaux dans chacune des entreprises. Et l'histoire est différente d'une entreprise à une autre. À partir du moment où l'histoire est différente d'une entreprise à une autre, on pouvait pas couvrir ça pouvait pas être couvert dans la Constitution qui, encore une fois, est une méta-constitution. Ceci dit, dans la version 5.0, on a rendu les choses plus explicites, notamment les règles de coopération qui existaient déjà dans la version 4.1, mais on les a rendues explicites en faisant un chapitre à part entière auquel on a adjoint quelque chose de nouveau, qui sont les accords relationnels. Et du coup, il n'y a pas grand-chose sur les accords relationnels, il y a quand même une demi-page, mais c'est simplement le point d'entrée pour dire vous avez, attention, avec holacratie, vous ne pouvez pas gouverner les personnes. Donc, toutes les règles entre les personnes sur je ne sais pas quoi, qui concernent les personnes et pas les rôles. Par exemple, les codes vestimentaires, par rapport à certaines règles de comportement dans certaines entreprises, il peut y avoir des chartes, des choses comme ça. Ça n'a rien à faire dans la structure de rôle. Les rôles, c'est juste des unités organisationnelles. Et donc, bien sûr que la question des comportements, la question des règles, les codes vestimentaires, etc., la question des retraites, des voyages, etc., ça important puisqu'il y a des êtres humains dans les entreprises et que cette dimension, elle est hyper importante. Et d'ailleurs, elle est doublement importante puisqu'en fait, en réalité, si on prend un peu de recul, il y a 3 dimensions dans toute entreprise. Il y a l'entreprise en tant que telle, et ça, c'est le registre qui est couvert par holacratie, et holacratie ne couvre que ça. Une dimension qui est sur le collectif, le corps social, le nous. Certains disent le nous. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il n'y a pas un nous, il y a plein de trucs. Bon, enfin, peu importe. Disons le système des interrelations entre les personnes, on va retrouver là-dedans les croyances, on va retrouver là-dedans les valeurs, on va retrouver là-dedans beaucoup d'autres choses. Le non-dit, certains rituels, les besoins sociaux. Et puis la 3e dimension, c'est l'individu, le je, l'individu. Et donc lui aussi, il a pas mal de dimensions et il a aussi ses croyances. Il a aussi un certain nombre de choses. Donc en fait, holacratie, je pense que c'est vraiment important lorsque les gens se lancent dans holacratie, qu'ils comprennent que holacratie n'est qu'un bout du puzzle. Et quand vous voulez couvrir l'ensemble de la transformation d'une entreprise, il y a au moins ces 3 dimensions à couvrir. C'est sûr que sur l'individu, il est plus qu'important de commencer à s'occuper des ressentis parce que vous allez voir que c'est une des limites du self-management. Enfin, je ne vais pas aller trop loin, il y a peut-être des questions là-dessus. Sur le collectif, le nous, il est intéressant, il est essentiel même au départ de s'occuper des croyances implicites limitantes parce que sinon, vous allez ramer à contre-courant, c'est pas la peine de transformer la boîte si les croyances vont dans l'autre sens. Et puis, il y a la dimension effectivement de l'organisation avec et holacratie est un outil qui couvre pas mal ce terrain de jeu. Et donc, vous allez retrouver là-dedans l'identité, la raison d'être révolutionnaire, etc. Et toutes les tensions organisationnelles, j'entends, pas les tensions interpersonnelles, 2e dimension, ni les tensions personnelles, 1re dimension. Voilà. Donc, en fait, le point d'entrée a été ajouté à travers les accords relationnels. C'est un peu léger, évidemment. Mais déjà, c'est un point d'entrée qui va permettre d'éviter la confusion que j'ai rencontrée chez trop d'entreprises où les gens commençaient à encoder des comportements entre les personnes ou des choses qui correspondaient aux personnes dans leur structure, à travers des politiques ou des rôles. Ça n'a rien à faire là.
Merci pour cette première réponse. Deuxième question, dans un poste, en fait, tu parlais d'avoir la possibilité de définir et paramétrer les fonctions managériales. Et en quoi ça consiste par rapport à la 4.1? Alors ça, c'est vraiment essentiel. Et là, pour le coup, un gros travail a été fait et qui s'est traduit, et c'est normal, dans la Constitution, par une absence de définition du management. Et cette absence de définition, c'est l'ouverture à enfin redorer le blason du management. Bon, vous savez tous, ou vous savez peut-être pas tous, mais pendant longtemps, certains d'entre nous, dont moi-même, Brian Robertson et plein d'autres, ont fantasmé que c'était possible d'avoir une entreprise sans manager ou sans fonction managériale. Que nenni, c'est pas possible. Et quand je dis c'est pas possible, je peux vous sortir des cas et des cas et des cas, des dizaines de cas d'entreprises dans lesquels je peux prouver que ça ne marche pas. Alors, vous me direz, c'est un peu léger pour généraliser ça, mais bon, il faut bien avancer. Nous, on est chercheurs, hein, donc il faut bien qu'on s'appuie sur quelque chose, quitte à le remettre en cause plus tard. Et on est arrivé à la conclusion que aller vers le self-management, qui est une voie possible, en fait, c'est pas la panacée, c'est pas un objectif en soi, puisque le seul objectif d'entreprise, c'est sa finalité, sa raison d'être révolutionnaire, son potentiel créateur de valeur pluriel. Mais une des finalités pour ceux qui choisissent, un des moyens pour y arriver, pour ceux qui choisissent Holacracy, c'est d'aller vers le self-management. Pareil, sans doute pas idiot, mais loin d'être facile. Et du coup, on s'est rendu compte, très difficile même, on s'est rendu compte que même si certains d'entre nous, en tout cas le management, et moi le premier, on a assez facilement tendance à projeter ou à fantasmer que tout le monde, tous les collaborateurs allaient se jeter sur le self-management, c'est faux, c'est entièrement faux. Et on l'a appris à nos dépens, en fait, sur le terrain, dans les entreprises qu'on a accompagnées. Voilà. Du coup, une des conclusions de ça, je fais très court, hein, parce que on a déjà fait des vidéos là-dessus, mais une des conclusions, c'est qu'en fait, un paradoxe, c'est que le self-management nécessite du management, nécessite une autre forme de management et nécessite davantage de management, ce que nous, on a appelé excellence managériale, pour avoir une chance de se faire comprendre. Et du coup, on a revisité là, ces dernières années, ces 4, 5, 6 dernières années, on a revisité entreprise par entreprise la redéfinition de ce qu'on appelait le premier lien, leader de cercle maintenant, mais le premier lien en 4.1, qui avait un jeu de redevabilité beaucoup trop insuffisant, d'une part. Et puis, en plus, dans la Constitution, il y avait une injonction paradoxale puisqu'il disait que tu ne peux pas ajouter de redevabilité au rôle de leader de cercle. Donc, pour faire marcher à partir du terrain, on a été obligé, on a été amené avec beaucoup d'entreprises d'ajouter ou de redéfinir le rôle de leader de cercle. Et du coup, on s'est aussi rendu compte que ça pouvait varier d'une entreprise à une autre, de manière assez significative. Et donc, du coup, on a remonté ça au niveau de la Constitution. Il y a eu un gros échange que j'ai eu avec Brian et puis d'autres sur GitHub pour arriver finalement à se dire le mieux, c'est de ne pas le définir. Donc, le rôle de leader de cercle n'est pas du tout défini dans la Constitution version 5.0 et à dessein, de sorte que quand vous adoptez Holacracy, dans la partie préparatoire, nous on appelle ça l'encodage, mais dans la partie préparatoire, avant de lancer les cercles et les réunions, il y a un travail à faire sur la posture managériale et les attendus, et rendre explicite les attendus des différents managers. Donc, quand je parle de manager, bien sûr, il y a le leader de cercle, mais il y en a d'autres. Il y a aussi le hiérarque qui est différent du leader de cercle. Enfin, là où on en est, en tout cas, c'est pas. Ouais, il y a le hiérarque et puis il peut y avoir pour certaines entreprises qui font des projets dans le service du conseil un troisième rôle de management qui est le chef de projet. Donc du coup, cette définition du management pour l'ensemble de l'entreprise, eh bien, ça se fait en paramétrant au départ. Et en fait, l'ouverture est faite. Alors, le rôle de hiérarque n'est pas défini du tout dans la Constitution, c'est un autre trou, mais bon, ça dépend des pays, etc. C'est pour ça que c'est pas dedans. Donc, il y a plein de choses à savoir en plus de la Constitution. Vous pouvez pas mettre en place Holacracy juste avec la Constitution, c'est pas possible. Et puis, il y a aussi un autre trou sur les chefs de projet. Mais en tout cas, sur le leader de cercle, il est défini, il est rendu explicite et non défini. Et du coup, ça laisse une chance pour le paramétrer, le définir. Et ça, c'est une avancée colossale. Parce que ça correspond à la réalité. En fait, on n'a rien inventé, on a juste suivi la réalité. Et alors, justement, comment est-ce que les personnes qui ne veulent pas être, dans un premier temps, de suivre en fait ce changement holacratique ou être associées, évoluent dans l'organisation en 5.0? Ouais, alors c'était déjà en 4.1 ça, mais c'était pas assez explicite. Peut-être parce que, bon, on évolue. Hein, Holacracy est une matière vivante et les gens qui s'occupent de Holacracy évoluent tous. Moi le premier, mais enfin pas le premier, mais moi comme tout le monde. Et en fait, du coup, je pense qu'en 4.1, on n'était pas suffisamment conscient de ça. Maintenant, on l'est par expérience, évidemment. On a accompagné tellement d'entreprises. Donc, en fait, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'employés qui ne souhaitent pas
qui ne souhaitent pas devenir des entrepreneurs de leur rôle, des patrons de leur rôle. Et ils ont parfaitement le droit. Et ils ont parfaitement le droit de changer plus tard. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y en a qui ne peuvent pas, tout simplement. Il y en a qui, même s'ils le souhaitaient, ne peuvent pas. Donc, ça, c'est une réalité. Et ce n'est pas une petite réalité. Donc, si on regarde une entreprise, moi, je dirais qu'il y a 20% des gens qui vont sauter dessus et qui attendaient que ça et qui ont probablement les capacités ou suffisamment de capacités pour pouvoir faire ce déséquilibre en avant pour passer d'une posture où ils faisaient leur travail à une posture où ils sont patrons de petites entreprises qui sont des rôles. Et puis, il y en a 80%, c'est pas la réalité. C'est des grosses ratios, évidemment, c'est challengeable en fonction des entreprises, mais globalement, c'est un truc comme ça. Et du coup, la question, c'est comment on intègre les deux. Et donc, le statut d'associé, alors associé constitutionnel, hein, c'est pas associé au sens statutaire, juridique, c'est pas actionnaire, c'est associé constitutionnel. Eh bien, c'est ce statut qui vise à rendre explicite, nommer les gens qui, effectivement, ont envie et ont adopté et ont signé la Constitution et ont les compétences, et puis pour lesquels la direction, le management est OK. Hein, faut être deux. Donc, il y a un nouveau statut qui est le statut associé, qui existait déjà en 4.1, pour ceux qui regardent précisément, et du coup qui a été mis en exergue. Voilà, c'est juste ça. Donc, les associés sont tous affectés à des rôles et les non-associés aussi. Donc, à ce titre, sont tous des leaders de rôle. La personne qui a affecté un rôle, elle s'appelle un leader de rôle. La personne qui a affecté un cercle, enfin qui lead un cercle, elle s'appelle un leader de cercle. Donc, en fait, il n'y a que des leaders. Puis, on verra plus loin que c'est pas une simple astuce, c'est parce qu'en fait, un rôle est un cercle et un cercle est un rôle. Donc, on se demande d'ailleurs pourquoi, je n'ai pas réussi à le faire passer, pourquoi on a encore deux mots, puisque les deux concepts sont les mêmes. J'aurais proposé de simplifier, mais c'est une autre histoire. Ça viendra éclairer la prochaine, j'espère. En tout cas, je vais m'y atteler. Et voilà, est-ce que j'ai répondu à la question? Donc oui, alors, donc les non-associés, eh ben, au moins, c'est explicite. On n'a pas les mêmes exigences sur eux. Et ça crée dans beaucoup d'entreprises le fait que tout le monde soit considéré comme un associé. Allez, on y va. Donc, on encode l'entreprise, on définit les rôles et on affecte tout le monde dans les rôles pour faire plaisir, pour être inclusif. Ben, sauf que ça ne marche pas et ce n'est pas du tout humain parce que la plupart des gens qui n'avaient pas le niveau ou n'avaient pas envie se sont mis sous pression. Et ça a pollué l'ensemble. Non, il y a deux catégories, c'est la réalité. C'est comme au sport, il y a des ceintures jaunes, il y a des ceintures noires. Eh bien, mettons en exergue le fait qu'il y a des associés et des non-associés, ce qui n'est absolument pas choquant parce que c'est la réalité. Du coup, ils sont tous inclus au titre de la Constitution. Ils ne sont pas sortis de la Constitution, mais les exigences, les devoirs et les droits sont réduits pour les non-associés. Et ça, c'est rendu explicite dans la Constitution. Alors, bien sûr, tout ce que je viens de dire, et en creux de ce que je viens de dire, il y a un travail colossal à faire pour mener la transformation, ne serait-ce que pour cette partie-là. La première chose, c'est définir un processus qui initial et ensuite évolutif, comment vous gérez la notion d'associé, qui est associé et comment il obtient ce titre d'associé s'il le souhaite. Et comment, voilà. Donc ça, c'est un premier processus. Puis la deuxième chose, c'est comment là, c'est peut-être nous qui parlons, mais on a beaucoup travaillé sur comment rendre les choses explicites, que ce ne soit pas la loterie du copinage, du relationnel, etc. Comment on rend ça explicite. Voilà. Et puis, la deuxième question après, évidemment, c'est comment on accompagne les non-associés qui souhaiteraient devenir associés un jour. Donc, il y a un champ, là, je viens d'en citer 3, il y en a d'autres, et des champs d'accompagnement qui sont énormes et qui ne sont pas définis par l'holacratie et pas définis dans la Constitution de l'holacratie. Mais comme d'habitude, l'holacratie, c'est juste un cadre, c'est un métacadre, et ça représente 5% du taf qu'il y a à faire. Wow. Justement, du coup, tu parlais de la notion de cercle et rôle, comme quoi c'était la même chose. Est-ce que tu peux développer ça et nous dire aussi en quoi le passage du rôle au cercle est simplifié et plus organique? Ouais, alors moi je trouve, enfin c'est perso, hein, je trouve qu'on est un peu bancal dans la 5.0 parce qu'on a gardé la notion de cercle, la notion de rôle, tout en mettant l'emphase sur le fait qu'un rôle est un cercle. Et c'est facile à comprendre. Quand tu regardes un rôle de l'extérieur, c'est un rôle. C'est simple. D'ailleurs, quand tu regardes un cercle de l'extérieur, c'est aussi un rôle. Qui contient des rôles, d'accord, mais c'est un rôle. Eh bien, c'est quoi la différence? Il n'y en a pas. Parce que quand tu regardes à l'intérieur d'un cercle, tu es bien d'accord que c'est un cercle, puisqu'il y a plusieurs rôles. Mais quand tu regardes dans un rôle qui démarrerait, tu vois bien un cercle dans lequel il n'y a pas de rôle. Mais qu'est-ce qui empêcherait qu'il y ait des rôles plus tard? Donc, en fait, un rôle, et quand tu le regardes de l'intérieur, c'est un cercle. Et il y a 0, 1, 3, n rôles, tout simplement. Et donc, finalement, il n'y a plus de différence entre un cercle et un rôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, quand j'ai un rôle, je peux commencer, à fur et à mesure que j'appréhende ce rôle, que je développe ce rôle, à commencer à le différencier.
Et à commencer dans mon rôle à créer des petites politiques, comment ça fonctionne, créer une stratégie. Bon, ça, on le faisait déjà avant, mais pas de façon explicite, je pense que ça va faciliter. Et puis à créer des rôles dans lesquels, a priori, je vais m'affecter. Ça me permet déjà de différencier mon travail au sein de mon rôle, mon super rôle. Je peux définir des rôles dans mon super rôle. Et puis, peut-être que si ça émerge, si le besoin s'en fait sentir et qu'il y a besoin de plus d'énergie et de différenciation, probablement que les rôles vont se multiplier et puis je vais pouvoir affecter des personnes dans les rôles. Donc, c'est juste une évidence. En fait, on passe d'un système, bon, c'était mieux qu'on ait pu faire à l'époque, parce qu'on n'avait pas la conscience de ça, d'un système où tu avais des rôles, puis à un moment donné, allez hop, on appuie sur un bouton en gouvernance et hop, on crée un cercle. À partir de ce rôle où on a créé plusieurs rôles, enfin, il y a plein de façons de faire des cercles. Et là, c'est beaucoup plus organique et dans le temps. C'est-à-dire que j'ai un rôle et puis ce rôle peut-être restera rôle, peut-être qu'il va devenir cercle. Mais il est cercle d'entrée de jeu. Il est cercle en puissance, en fait. Un rôle est un cercle en puissance et puis il peut le devenir. Et donc, dans la Constitution 5.0, on rend ça explicite et Glassfrog également. Et Hola Spirit aussi, j'espère. Mais je pense que oui, ils le font déjà. Oui, ils le font déjà. Voilà, c'est ça. Donc, c'est plus simple parce que c'est plus organique, c'est plus intuitif. C'était bizarre ce choc, cette rupture. Tu passes de rôle à cercle. Là, ça devient organique, tout simplement. Ça suit l'émergence de la vie ou de l'évolution. Et du coup, en quoi et comment la Constitution 5.0 en fait évite-t-elle la bureaucratie que l'on pouvait rencontrer souvent dans les entreprises qui ont adopté Holacracy? Elle l'évite pas du tout. Hein. Elle l'évite pas du tout. C'est un des angles morts, c'est un effet pervers de l'holacratie. C'est facile à comprendre parce que on rajoute une couche de complexité. Dans la plupart des entreprises, ils n'ont pas de rôle, la notion de rôle n'existe pas. Donc au début, quand tu leur apprends ça, ils mettent beaucoup de bandes passantes sur le rôle et ils mettent peut-être un peu trop de bandes passantes et puis ils savent pas bien ce que c'est qu'un rôle. Donc ils définissent des activités qu'ils font alors qu'on s'en fiche complètement. Les redevabilités, ce qu'on appelle les redevabilités d'un rôle, ce sont les interrelations entre le rôle et ceux au rôle ou autre d'ailleurs, ceux pour lesquels il produit de la valeur. Donc, ce que nous, on appelle les offres de services. Ça, c'est absolument pas défini dans la Constitution, c'est un angle mort. Bon, ça évoluera sûrement, j'espère. J'avais déjà contribué, mais bon, il y a tellement de choses qu'on a voulu faire passer que tout n'est pas encore passé. Peut-être que le terrain n'est pas mûr, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Hein. Bon, en tout cas, la réalité des entreprises qu'on a accompagnées, c'est que ça fait longtemps qu'on a compris ça. Et donc, là, faut comprendre que l'holacratie, c'est vraiment minimaliste. C'est une méta-constitution et qu'il y a plein de modèles mentaux qui ne sont pas intégrés dedans, notamment celui-là, l'anti-bureaucratie, c'est-à-dire la création de valeurs plurielles, c'est-à-dire la notion de raison d'être révolutionnaire que j'utilise de moins en moins parce qu'il y a beaucoup le champ sémantique autour du vocal de la raison d'être et maintenant est un peu trop large à mon goût pour qu'on sache de quoi on parle. Il faut. Nous, ça fait longtemps qu'on a trouvé des façons de faire pour pallier à cet effet bureaucratique. Comme l'offre de service, la relation client-fournisseur, comme le business model Canva, comme plein de choses qu'on a mis en place pour éviter que les entreprises sombrent et perdent en puissance et en performance à force de d'écrire des choses qui ne servent à rien. Et la façon, l'image que je prends toujours, vous prenez le boulanger, on se fiche qu'il se lève à 2 heures du matin, on s'en fout complètement. Ça n'a aucun sens de décrire, c'est pas une fiche de poste, un rôle. Ça n'a aucun sens de décrire que le boulanger, il achète sa farine à tel endroit et il se lève à 2 heures du matin pour faire son pain. Pour les vrais boulangers, il en existe encore, heureusement. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est sa pratique. Qu'il écrive quelque part, bien sûr, parce qu'il a des apprentis à former. Mais en termes d'interrelation avec les autres rôles, ça n'a aucun sens. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans sa vitrine. Et ce qu'il y a dans sa vitrine, c'est exactement les produits et les services qu'il offre à ses clients, la valeur qu'il crée pour ses clients. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est ça la définition d'un rôle. Et c'est ça la définition des redevabilités. Alors, on a beaucoup parlé aussi d'approche modulaire. Du coup, l'approche modulaire, est-ce que c'est quelque chose qui est efficace? Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque d'essoufflement risquant d'aller jusqu'au délitement? C'est un gros fantasme, l'approche modulaire. Alors, bon, évidemment, on n'est pas tous d'accord dans la communauté holacratie sur le sujet. Ça, c'est Bernard Marie qui parle. Hein, donc, ne prenez rien pour argent comptant. Mais ça ne marche pas parce que… C'est-à-dire que ça ne marche pas, il y a des trucs qui peuvent servir. Je vais donner le truc qui peut servir. Par exemple, là, on a un client… plusieurs, je pense, une entreprise qu'on accompagne, et il n'a pas envie, et franchement, c'est normal, il a tellement de choses, il y a tellement de travail à faire en amont, comme l'encodage, les formations, blablabla, que du coup, il va déjà lancer sur tout, sauf la réunion de gouvernance. C'est-à-dire que ça a du sens. Ça a du sens, et il peut le faire par cercle, enfin, c'est normal. Et ça le faisait déjà en 4 points, c'était moins explicite, mais je le faisais déjà en 4 points. Parce que c'est déjà bien si les leaders de cercle savent utiliser l'outil de gouvernance. Et c'est un peu, ça serait donner trop de trucs à digérer à des collaborateurs qui ne pourraient pas le digérer aussi rapidement.
Les associés, hein, ceux qui sont en capacité d'eux, parce que tout le monde ne peut pas participer aux réunions de gouvernance, hein, c'est juste les associés. Et donc, il laisse un peu de temps pour qu'ils aient digéré déjà tout ce qu'ils ont à digérer, pour ensuite s'ouvrir à ouvrir la réunion de gouvernance à tous les associés d'un cercle. Donc ça fait du sens. Mais à part ce cas-là que j'ai rencontré, l'approche modulaire, je pense que c'est un fantasme. Et puis la raison pour laquelle je pense que c'est un fantasme, c'est que ça voudrait dire que Holacracy est un outil qui inclut dans la Constitution, dont vous avez vu que c'est juste une méta-constitution hyper minimaliste, hein, il y a plein d'autres choses à rajouter, Holacracy serait un outil qui vous donnerait la roadmap, la feuille de route pour faire la transformation. Non, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je demande des références où les gens auraient fait ça. J'ai jamais vu ça. Et parce que, pour la simple raison, c'est que quand vous mettez en place, quand vous gérez, on ne met pas en place Holacracy en réalité. On utilise Holacracy dans le cadre d'un projet de transformation. Et ce projet de transformation, il ne peut pas être uniquement centré sur l'organisation. On en a parlé tout à l'heure. Il y a 3 dimensions. Il y a l'individu, il y a le collectif et il y a l'organisation. Et Holacracy traite qu'un bout de l'organisation. Qu'être un bout, un tiers, c'est énorme. Enfin, il ne traite pas d'ailleurs. C'est un outil au service de la transformation de l'organisation. Donc, c'est facile à comprendre et on ne peut pas exclure les 2 autres, évidemment. Et donc, c'est facile à comprendre que si tu gères ta transformation en appliquant successivement les articles de la Constitution, tu passes à côté des croyances, par exemple. Passer à côté des croyances, c'est prendre un méga risque. Souvent, les croyances ne sont pas explicitées dans les entreprises. Donc, ça vaut le coup de déterrer les croyances limitantes, implicites qui sont limitantes. Si tu ne les déterres pas, en fait, tu vas faire tous les efforts que tu veux en coaching, en formation, etc., mais les croyances, elles travaillent par en dessous dans l'autre sens. Donc, ça n'avance pas. Par exemple, mais il y en a plein d'autres exemples comme ça. Si tu veux accompagner sérieusement si tu veux accompagner sérieusement les non-associés qui voudraient le devenir, il faut que tu regardes pourquoi ils ont du mal à prendre l'énergie et la responsabilité des rôles. Et tu regardes, en regardant ça, c'est pas une question de formation du tout. C'est pas une question de compétence du tout. C'est une question, là où on en est de nos travaux, c'est l'essentiel de nos travaux en ce moment, c'est une question qui est liée à soit des histoires personnelles, soit en tout cas des peurs, des craintes, la crainte de pas d'échouer, l'estime de soi, des choses qui viennent limiter en fait pour capter l'énergie de la responsabilité qui est ouverte à tout le monde. Simplement, il y a des personnes pour lesquelles ils les captent facilement, il y en a 2 personnes qui ont plus de mal à les capter. Non pas parce qu'elles n'ont pas le potentiel pour le faire, mais elles ont des trucs qui freinent ça, qui ferment le canal qui permet de contacter. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'il n'y a pas la question, mais donc en fait, juste sur ces 2 sujets, on voit bien que si on passe à côté de ces 2 sujets, on passe complètement à côté du truc. Donc, on met en place un outil, allez, on améliore les réunions, et puis on a un bel organigramme sur la Spirit Social Classroom, mais ça s'arrête là. Tout à l'heure, tu as parlé de la notion de hiérarque. Est-ce que tu pourrais dire 2 mots de plus pour expliquer ce que c'est? Ah oui, alors ça, c'est un autre gros fantasme de beaucoup de gens. Ils pensent qu'ils vont mettre en place Holacracy, qu'il n'y a plus de hiérarchie. C'est n'importe quoi. La hiérarchie, au sens original, le mot hiérarchie, il vient uniquement du contrat de travail. Et quand vous vous intéressez à l'histoire, regardez Fayol, Taylor et Ford qui ont propulsé ce modèle hiérarchique pyramidal. En fait, ils ont créé cette application, cette fonction. Ils ont créé le contrat de travail pour pouvoir faire fonctionner leur modèle. Et ce contrat de travail, alors c'est pas très sexy ce que je vais dire, mais c'est encore la réalité en 2021. Donc, on a encore du potentiel d'évolution évolutif. Hein. Le contrat de travail, il induit un lien de subordination. Alors, c'est pas écrit sur ton contrat de travail, mais c'est écrit dans le droit du travail. Donc, en fait, à partir du moment où tu signes un contrat de travail, tu es OK pour une rémunération, tu es OK pour un job, a priori. Et surtout, tu es OK, et aussi, tu es OK pour avoir quelqu'un qui est responsable de toi, qui s'appelle un responsable hiérarchique. On comprend bien en disant ça qu'évidemment, si tu as quelqu'un d'autre que toi qui est responsable, tu ne peux pas être toi-même responsable. C'est logique. Ça, on l'a pointé depuis longtemps. Donc, évidemment, le rêve, moi, j'essaie d'aller dans ce sens-là. Le rêve, c'est de ne pas avoir de contrat de travail. Et on va y arriver. C'est inéluctable. À mon avis, je ne sais pas combien de temps, mais on va me trouver rêveur. Mais puisque le contrat de travail est une application pluguée sur le modèle pyramidal, quand on change de système, on passe d'un système pyramidal à un système holarchique, un système type Holacracy, fractal, organique, eh bien, évidemment, ça fait sens, en tout cas au moins intellectuellement, cette application risque d'être remplacée par une autre. Pour éviter les effets pervers que je viens de citer. Hein. On voit bien les limites. Puis c'est explicite, ça. OK, merci. Du coup, voilà, moi, quand j'accompagne des dirigeants, il y a plein de sujets que je vois qui n'ont rien à voir avec Holacracy, dont celui-là. Et je leur dis, bon, ça vous tente de virer les contrats de travail et passer à autre chose. Bon, en général, ils ne sont pas prêts. C'est mon côté rêveur. Je préviens avant que je suis rêveur, que je risque d'être un peu perturbant. Et bon, OK, il a le droit de garder les contrats de travail. Et il y a des bonnes raisons.
malheureusement, pour moi, il y a des bonnes raisons de garder le contrat de travail. Si vous renvoyez à ce que j'ai dit il y a 2 minutes, comme 80% des personnes n'ont pas du tout envie d'y aller, ça peut pas marcher. Hein. Donc, on n'est pas mûr pour ça. Donc, on arrête les rêves à 2 minutes, Bernard-Marie. Et bon, qu'est-ce qu'on fait avec la situation? Parce que moi, dans les tripes, ça me hante ce truc qui vise à développer tout ce qu'il y a à développer pour accompagner les entreprises et les personnes pour qu'elles deviennent autonomes dans leur rôle, des patrons de leur rôle. Il y a un méga frein quand même. Indépendamment de ce que j'ai déjà dit, il y a 80 qui veulent pas ou qui peuvent pas, mais % et puis il y a ce contrat de travail. Et du coup, la seule chose, c'est si vous voulez, le parti pris qu'on a depuis longtemps, hein, depuis des années maintenant, c'est si on veut limiter les effets pervers du hiérarque, le responsable hiérarchique, je l'appelle le hiérarque, j'aime bien appeler les chats un chat. Il y a très peu d'entreprises qui me suivent parce que c'est tabou ce truc-là. Non, ça existe, donc autant le mettre en explicite. C'est justement le rendre les choses explicites qui existent et qui ne nous plaisent pas, c'est commencer à résoudre le problème. Sinon, on les plante comme d'habitude. Du coup, je suggère, moi, de créer un rôle de hiérarque qui gère la relation contractuelle avec tous les employés. C'est la réalité. Qui signe le contrat de travail? C'est le hiérarque, souvent le mandataire social ou des personnes déléguées officiellement pour le faire. Qui peut sanctionner? C'est pareil, c'est le hiérarque. Puisque c'est la réalité, il faut l'encoder, cette réalité. On ne peut pas la nier, sinon on passe complètement. On a un système holacratique qui est hors sol. Ce qui arrive souvent. Donc, c'est ça que j'appelle le hiérarque, c'est de rendre explicite ça. Le simple fait de le rendre explicite, déjà, c'est se mettre en mouvement pour commencer à limiter les effets pervers. Après, il y a d'autres trucs qu'on peut ajouter, qu'on a trouvé. Mais évidemment, il y a d'autres étapes, comme circonscrire le lien de subordination. Et puis, mais il existe toujours, mais on le circonscrire des opérations, c'est déjà une étape. Mais bon, l'idéal, soyons clairs, c'est d'éradiquer ce truc-là. Mais bon, on n'est pas mûr pour ça. Quand je dis on, c'est l'être humain au sens large n'est pas encore mûr pour ça. Alors, dernière question, vraiment, une courte réponse, comme il ne reste plus que 3 minutes, malheureusement. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'évolution du second lien en 4.1 vers le représentant de cercle en 5.2? Waouh! En combien de minutes, t'as dit? Alors, je vais être très schématique, un peu caricatural, juste pour donner l'idée. Le second lien en 4.1, ça marche pas. Mais ça marche pas. C'est une bonne idée intellectuellement qui voulait résoudre le schizophrénisme du manager, pour ceux qui ont été managers, entre l'énergie, j'aligne mon cercle sur le comité de direction auquel j'appartiens et je tiens compte des besoins du cercle pour aller bousculer les petits gars là-haut du comité de direction. C'est 2 polarités différentes. Moi, j'ai été manager très souvent, donc j'ai 2 polarités différentes. Et l'idée, c'était de séparer ces 2 polarités parce que ces 2 polarités, elles se neutralisent. Si c'est la même personne qui porte en même temps les deux polarités, elle a 2 mettre en même temps et ça ne marche pas. C'est difficile. Mais ça, en fait, ça ne marche pas. Et du coup, l'idée géniale, c'est de dire, puisqu'il y a 2 polarités différentes et puisqu'une personne donnée, même si elle a les capacités pour absorber ou gérer les 2 polarités, ne peut pas le faire en même temps, on crée 2 rôles différents en exigeant que les deux rôles soient affectés à des personnes différentes. C'est ça l'idée. C'est génial, mais on n'est pas assez mûr pour ça aujourd'hui en tant que les êtres humains. Et ça peut marcher. Hein, quand je dis que ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a tellement de cas où ça ne marche pas que globalement, je ne peux pas dire que ça marche. Mais ça démarche, ça peut marcher aussi. Donc, quand vous avez la maturité, le truc, c'est de trouver un second lien. Et en plus, à travers un processus d'élection pour que ça soit crédible en termes de processus d'élection, à mon avis, je peux me tromper, hein, mais à mon avis, il faut que les gens comprennent de quoi on parle, ce qui est rarement le cas. Bon, pour toutes ces raisons, et une autre qui était que souvent, de temps en temps, le second lien, vous savez qu'il pouvait intervenir au niveau du cercle supérieur. Et en fait, de temps en temps, c'était compliqué parce que la tension nécessitait de remonter encore un cran supérieur. Bon, pour toutes les raisons que j'ai expliquées de manière très, très sommaire, on a remplacé le rôle de second lien par un autre rôle. Du coup, on a changé le nom qui s'appelle représentant de cercle, qui n'est pas obligatoire, qui peut être élu différemment du procès d'élection intégratif et qui peut remonter dans tous les super cercles, sauf ce qui est des limites par ailleurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà pourquoi, et donc du coup, ça soulage beaucoup d'entreprises qu'on a pu accompagner. Merci beaucoup Bernard-Marie, au final tu as réussi en 2 minutes à nous expliquer. Donc vraiment merci à tous pour votre participation, pour vos questions. Voilà, sachez que nous organisons régulièrement ces rendez-vous qui ont lieu donc tous les premiers jeudis du mois, sauf pour ce mois-ci, pour des raisons qu'on avait de l'autre côté. Vous aurez donc toutes les informations dans l'email de follow-up qui va s'en suivre. Merci beaucoup Bernard-Marie, je te propose de conclure ce rendez-vous en quelques mots. Merci pour les questions et puis grand merci de partager tout ça et j'ai encore plein d'autres choses à dire, mais je pense qu'on a fait un bon petit tour. Merci beaucoup à tous et puis excellente journée et au plaisir.